Bienvenue dans l'audace n'a pas d'âge. À chaque moment de sa vie, on peut se réinventer et ouvrir un nouveau chapitre. Je suis Aurélie Lévy et je vous propose dans cette émission de démonter les stéréotypes de l'âge. Un podcast proposé par Bayard et soutenu par AXA. Cette semaine, nous recevons David Douillet. Plusieurs fois champion olympique et champion du monde de judo, ex-ministre des Sports, il entame à 54 ans sa 4e carrière. Bonjour David Douillet. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir. Je suis très heureuse que tu sois parmi nous. À 54 ans, après le sport, le marketing sportif et la politique, tu entames une 4e carrière. Tu es maintenant promoteur immobilier et assureur. 93% des actifs qui sont interrogés reconnaissent qu'ils envisagent une reconversion, mais la moitié d'entre eux n'osent pas passer le cap. Raconte-nous comment tu as, pour la 4e fois, ouvert cette nouvelle trajectoire. C'est un état d'esprit, en fait, cette affaire-là. Et qui vient de ma première vie, qui a été cette vie d'athlète. Et donc, c'est un espèce de principe qui s'est construit en moi, je pense, depuis ma plus tendre enfance, parce que j'ai démarré le judo très jeune, et la compétition aussi, évidemment. Et le rythme de la compétition vous imprime ça, je trouve. En tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi. Il y a un championnat du monde, à mon époque, il y avait un championnat du monde tous les 2 ans. Bon. Il y a des Jeux Olympiques tous les 4 ans. Il y a un championnat de France tous les ans, etc. À chaque projet, il y a une fin. Et il faut redémarrer. C'est ce principe-là qui existe dans ma vie, en fait. C'est-à-dire que je pars sur un projet et pour moi, il faut absolument qu'à un moment donné, j'ai une fin en tête. Parce que quand ce moment-là arrivera, c'est que je commencerai à m'ennuyer. Et donc, après la première vie que j'ai eue, l'ennui sera mon plus gros ennemi. Donc, il va falloir que ça se termine pour redémarrer autre chose. Parce que cette quête du non-ennui sera perpétuelle pour moi. Ce qui fait que les deux combinés, m'ont amené à peu près tous les 10 ans, en moyenne, à vouloir changer de vie. Mais vraiment, et de passer de choses. Par exemple, aujourd'hui, oui, je fais de l'immobilier, je suis dans le monde de l'assurance. Et si vous m'aviez posé cette question il y a 6-7 ans, est-ce que vous allez faire de l'immobilier et de l'assurance ? Non, j'en savais strictement rien. Et c'est très bien comme ça, voilà. Et ma prochaine vie, ma 5e vie, je ne sais absolument pas dans quel milieu, quel secteur ça s'opérera, mais je sais qu'il y en aura une, et encore une autre derrière. Alors concrètement, quelles questions tu te poses avant de changer de trajectoire ? Et quelles sont aussi les réalités de ces choix ? Je pense à l'argent, la famille, il y a plein de choses qui vont être questionnées au moment d'un changement de cap. Quels sont, toi, les fondamentaux ? Moi, le premier signal, c'est l'ennui. Attention, je commence à m'ennuyer, je commence à le sentir. Voilà. Je commence à sentir, je tourne en rond, je refais ce que j'ai déjà fait, je m'inscris dans une routine qui ne devient plus acceptable pour moi. Ça, c'est le premier signe. Le deuxième signe, c'est, et je le constate, je commence à lever le museau. C'est-à-dire que j'ai la tête dans le guidon, dans ce que je fais, et puis petit à petit, avec ce sentiment d'ennui qui arrive en toile de fond, je lève le museau, c'est-à-dire que je regarde ce qui se passe autour de moi. Donc observation. Et je suis curieux, et j'observe, et j'écoute. Ça revient beaucoup, la curiosité, c'est très important. C'est fondamental. Ouais. Fondamental. Et dès que je commence, et j'ouvre les capteurs, c'est-à-dire que dès que je commence à voir un sujet qui m'intéresse, hop, j'y vais, j'explore, oui, ça, non, non, finalement, non. Et, celui-là, oui, tiens, non, oui, celui-là, oui, je creuse. Après, le doute, je l'ai pas, parce que toutes mes vies me servent. Donc, je suis pas inquiet. Je suis pas un projet pour l'argent, déjà, pour commencer, donc... C'était une de mes questions, justement. Non, me demandais si l'argent était un but ou un moyen. Non. Ah non, c'est clairement pas un but. C'est même pas c'est un moyen pour faire grandir ses projets, etc., etc. C'est un outil, l'argent, c'est tout. C'est absolument pas un but. Et je pense que si c'était un but, ça fonctionnerait pas. Mais il en faut quand même un peu dans certaines périodes de transition. J'ai pas dit qu'il en fallait pas, j'ai dit que c'était un outil. Mais je veux dire, quand on fait la transition, il faut aussi en avoir un peu de côté quand même pour pouvoir opérer. Mais ça s'anticipe, ça.
Ouais, d'accord. Ça s'anticipe. Moi, je sais que je suis comme ça fondamentalement. Donc, j'ai mis mes petits filets de secours financiers pour être sûr de pouvoir dormir et manger et faire vivre ma famille. Et puis comme ça, je peux avoir l'esprit tranquille pour passer à autre chose. Même si, dans certains cas, ces filets-là, je savais qu'ils étaient limités dans le temps. Donc, quand même un petit peu anxiogène. Ouais, mais en même temps, ça te donne aussi un moteur pour réussir. C'est-à-dire que t'as quand même... T'es obligé, il faut que ça marche. Il faut que oui, effectivement, ça motive. Mais en général, ça disparaît très rapidement parce que, sincèrement, je trouve que chaque vie, on pourrait la mettre en parallèle d'une grande école. Ma vie d'athlète de haut niveau a été une grande école. Voilà, j'ai appris énormément de choses. Qu'est-ce que tu as appris justement dans cette vie d'athlète qui te sert aujourd'hui dans ta vie d'assureur, tous les principes fondamentaux pour réussir quelque chose, quoi que ce soit d'ailleurs, mentalement parlant. C'est tellement vaste. En tout cas, quand on a fait du sport ou une grande école ou lorsqu'on a une expérience professionnelle, on a le même diplôme. Et on a expérimenté à peu près les mêmes fondamentaux, les mêmes valeurs qui vous permettent de faire autre chose. Après, il faut avoir l'envie et puis le courage de faire autre chose. Et le déclic, c'est tout. Et c'est qu'une question de choix. Le mental de l'athlète de haut niveau, c'est quelque chose que je mets à part. C'est dans une autre boîte. Il peut très bien même être destructeur dans certains cas. Il peut être dangereux. Parce que vous n'êtes pas tout seul. Quand on construit quelque chose, il faut être plusieurs. Il faut savoir partager, il faut savoir écouter, il faut savoir comprendre, il faut savoir communiquer. Si vous êtes borné, surtout moi qui étais un sport individuel, dans ce que j'ai été comme athlète de haut niveau, j'aurais pas été forcément très bon avec ce profil-là pour monter un projet collectif, par exemple. Tu pars d'un sport de combat et tu vas vers déléguer, collaborer, coacher, écouter. Et puis tout seul, faire comprendre, faire apprendre, donner son savoir, prendre celui des autres quand on l'a pas, etc. Enfin, c'est quelque chose de beaucoup plus riche, en réalité, de fabriquer et de partir ensemble sur un projet. Mais après, les fondamentaux qui sont communs à tout le monde, c'est être concentré, être motivé, se fixer un objectif, remettre en question les choses en permanence, essayer, ne pas avoir peur de l'échec, tenter, ça réussit très bien, ça réussit pas, tant pis, on recommence, beaucoup travailler, et surtout être passionné. Tu es passionné à chaque fois sur autant de domaines différents, à chaque fois. Ouais. Oui, parce que ça fait partie de mes impératifs de choix. Oui, il y a une question aussi autour de justement tous ces outils qui viennent du sport, qui me taraude depuis que je sais que je vais t'interviewer, c'est celle de la visualisation. Je sais qu'on l'utilise beaucoup dans le sport. Est-ce que tu l'utilises dans ta vie de tous les jours ou justement dans ta vie professionnelle, et comment est-ce que tu l'utilises? Parce que j'aimerais bien qu'on donne aux gens qui vont nous écouter des techniques pour apprendre justement ce que c'est que de visualiser, l'énergie qu'on y met, l'importance de ça aussi dans la préparation d'une nouvelle trajectoire. Je vais d'abord définir ce que j'entends moi par visualisation, parce que il y a la visualisation du geste, d'une tactique, d'une stratégie, de ce que peut faire l'autre, etc. Enfin, c'est assez vaste. Si on fait le parallèle avec la vie, et en sortant un peu du sport, mais en gardant les mêmes principes, à chaque fois que je rencontre une personne ou une nouvelle personne, à chaque fois que je dois discuter d'un projet ou essayer de convaincre ou essayer de gagner un objectif que je me suis mis en place face à un groupe, quand je pitch par exemple sur un projet, j'essaye d'anticiper toutes les réactions des autres, absolument tout. C'est comme lorsque j'ai un adversaire, judoka, voilà, lui, je sais qu'il a une faiblesse au niveau de sa jambe droite parce qu'il l'avance de telle manière. Et ben, si je fais cette technique-là, s'il défend, comment il peut se positionner? Il peut se positionner comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc je sais que s'il fait ça, je peux faire ça, s'il fait ça, je peux faire ça, et s'il fait ça, je peux faire ça. J'essaie d'anticiper au maximum la réaction des gens que je peux avoir devant moi. Et donc, je suis pas surpris, rarement surpris. Ce qui fait que quand on n'est pas surpris, on peut aller beaucoup plus en profondeur dans les choses, puisqu'on a un petit temps d'avance.
Et donc on peut passer à la deuxième phase, c'est-à-dire que là on parle d'une visualisation sur une phrase, un mot, une question ou un geste, mais il y en a 2, 3, 4, 10, 15, 100, 1000 derrière. Et à chaque fois, t'essayes d'avoir cet aéropage de réaction pour avancer et avancer comme toi tu le veux, comme une partie d'échecs. J'allais dire, ouais. Ah oui, c'est comme ça. C'est un combat de judo, c'est une partie d'échecs. Et en même temps, ne pas rester trop figé sur le cadre, parce que souvent dans la visualisation, le piège, c'est de se dire, bon, j'ai fait ça, j'ai tout bordé. Non, t'as pas tout bordé. Il faut que tu ajoutes l'inconnu. Et donc, il faut que tu ajoutes la case adaptabilité. Et dans une discussion ou dans l'avancée d'un projet au quotidien, jour après jour, c'est comme ça que tout à fait modestement, je pratique, parce que on n'est pas ni dans la frustration, ni dans la déception, même si le projet recule, même si le projet patine ou freine. Ouais, vous l'avez anticipé, ça. Vous le savez que ça peut faire ça. Ouais, et ce que je trouve étonnant dans ce que tu dis, c'est qu'il y a aussi une composante de créativité. Pour se réinventer, il faut d'abord s'inventer. En fait, il faut faire preuve d'une certaine créativité. Et dans ce que tu décris, il y a de la créativité. C'est-à-dire qu'on est tout le temps en train de créer la scène d'après. C'est intéressant. C'est pas le seul apanage des artistes, en fait. C'est aussi celui apparemment des sportifs et sans doute aussi des gens qui tous les jours sont dans les affaires ou dans une entreprise. Ouais. En fait, quelle que soit l'activité qu'on puisse faire, si on subit, c'est une horreur, quoi. On est là, on est en réaction. C'est à vous de donner le rythme, en fait. Si vous maîtrisez le rythme, vous êtes dans les clous. Même si ça marche pas tout à fait ou moins bien, mais faut donner le rythme, toujours. Et dans un combat, c'est ça. Si vous êtes pas le patron du combat, si c'est pas vous qui donnez le mythe, vous subissez. Et quand on subit, là, vous avez plus qu'à vous accrocher aux branches, à prier, et à faire en sorte que vous en preniez le moins possible, que ça se passe plutôt bien. Et puis peut-être sur un coup de génie, vous allez peut-être avoir une opportunité pour contrer ou faire. Mais le vrai sens de la visualisation de ce qui doit être fait va dans cette philosophie-là. C'est-à-dire que on essaye de tout anticiper pour mettre au plus loin la surprise, et si elle se déclenche, être capable de s'adapter et avoir conscience que ça peut arriver. Penser qu'on détient la vérité est la pire des choses. Voilà. Dans un projet ou dans ce qu'on fait. C'est la pire des choses. Parce que quand la vérité n'est pas celle que vous avez prévue, vous êtes sec, vous n'avez rien anticipé, et vous tombez de 6 étages. Et le temps que vous agissiez, la locomotive est passée. Ouais. Mais ça pose une autre question qui est intéressante, qui est celle aussi de la formation. Parce que pour pouvoir assumer cette nouvelle carrière dans laquelle tu t'es engagé, tu as repris une formation. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette formation ? Est-ce que c'était difficile, après 50 ans, de retourner à l'école ? Non. Et à quoi ça ressemble, David Douillet retourne à l'école ? C'est David Douillet, ceinture blanche, quoi. Et moi, je sais ce que c'est d'être ceinture blanche. C'est découvrir un nouveau milieu, découvrir un nouveau code, découvrir un nouveau vocabulaire, découvrir de nouvelles têtes, de nouvelles personnes. Et alors, c'est fantastique. C'était quoi cette formation, justement, pour qu'on comprenne un peu ? Alors, c'est une formation qui vous permet d'obtenir ce qu'on appelle un numéro d'ORIAS pour pouvoir travailler dans le secteur des assurances. Voilà. Mais c'est hyper intéressant. Ce monde-là qui, pour moi, me paraissait extrêmement pas drôle, austère, en réalité est hyper riche. Parce que si on regarde bien, si vous n'êtes pas assuré, et si on vous assure pas, vous pouvez pas faire grand-chose dans cette société. Vous pouvez pas conduire, vous pouvez pas vivre dans un appartement. Il faut qu'il soit assuré. Vous pouvez pas acheter, vous pouvez pas créer, vous pouvez pas voyager. Enfin, vous pouvez pas faire grand-chose. Voilà. Et pourquoi ? Parce que, voilà, il faut que toutes celles et ceux qui sont autour de vous, qui travaillent ou pas avec vous, ou qui vous vendent des choses, ou qui construisent des choses, doivent se protéger. J'ai l'impression, en tout cas, en lisant sur ton parcours, que l'altruisme, la quête de sens, elle était fondamentale. Ouais. Elle avait une place très importante dans les choix que tu faisais et dans les trajectoires que tu as empruntées. Est-ce que c'est quelque chose qui s'exacerbe avec l'âge, c'est-à-dire qui devient de plus en plus important, ou ça a toujours été comme ça ? Quelle est la part en quoi la quête de sens, elle est essentielle dans les choix que tu fais ? Il faut être utile à quelque chose ou à quelqu'un. Mais ça te vient de tes parents, ça vient d'où ? Non, ça me vient probablement de ma discipline sportive. C'est-à-dire ? Quand tu apprends en judo, tu mets un kimono,
et autour de ta taille, tu noues une ceinture blanche. Et tu te retrouves en face de quelqu'un qui est comme toi, qui doit apprendre. Et tu as le prof de judo qui te montre une technique. Il la découpe, pas à pas, et il te montre le cheminement de la technique jusqu'au résultat. Et il te demande de la reproduire. Et là, tu te retrouves face à ton partenaire, qui lui en sait pas plus que toi. Et pour que toi, tu apprennes bien, et que lui apprenne bien, l'un et l'autre, on va se mettre dans les deux rôles différents. C'est-à-dire, je vais subir ton apprentissage et tu vas subir le mien. Et pour que j'apprenne bien, il faut que tu te mettes dans la meilleure configuration. Et pour que moi j'apprenne bien, il faudra que toi aussi tu te mettes dans la meilleure configuration. Et si je me mets dans la meilleure configuration, tu vas le comprendre. Donc, tu n'auras de cesse que d'être au même niveau de générosité que moi. Et c'est un apprentissage mutuel. Voilà, je donne le meilleur de moi-même pour que tu apprennes, pour que moi-même aussi, je puisse apprendre dans les meilleures conditions. Et c'est là, quand tu fais ça, tu as une dizaine d'années. Certains sont plus jeunes, mais... Et là, tu as le déclic. Tu dis, wow, mais en fait, il est utile pour moi et moi, je suis utile pour lui. Et ça, c'est important. C'est important ce que tu dis parce que ça pose deux questions. Celle de la relation intergénérationnelle dans le travail. Parce que il y a beaucoup de gens qui vont nous écouter, qui se questionnent, qui ont plus de 50 ans, qui envisagent peut-être une reconversion, etc. Et l'idée de redevenir junior peut les paralyser, les freiner. Et toi, ce que tu es en train de dire, c'est qu'on ne l'est jamais, on l'est toujours. Comment gérer, en fait, les relations intergénérationnelles dans le travail aussi? Parce que ce que tu dis, c'est un blueprint de comment travailler avec des plus jeunes et des plus âgés. Tout à l'heure, j'ai dit, il faut jamais penser qu'on détient la vérité. Et c'est ça souvent le problème des seniors face à un junior. C'est qu'il se dit, mais attends, il va m'apprendre quoi lui, ce jeune-là? Moi, j'ai 50 ans, j'ai travaillé pendant 30 ans. J'ai l'expérience, je sais de quoi je parle. Lui, il démarre, il connaît quoi? Sauf que lui connaît ce qui se passe, lui, dans sa génération. Par rapport, par exemple, aux nouvelles technologies, qui, toi, te passent à 10 000 pieds au-dessus de la tête. Et il a peut-être autant de choses à t'apporter sur ces sujets que lui. Surtout dans une digitalisation des activités et du travail. Une communication qui est différente. Une accélération qui est différente. Donc, c'est une erreur que de penser, et ça vaut pour tout, que ce soit dans le monde du sport, de l'entreprise, même de relations affectives, amicales, ce qu'on veut, c'est une erreur de penser que parce que on a un droit d'aînesse, on détient la vérité. C'est une énormité. Mais à contrario, David, il faut aussi dire que tous les chiffres et les études montrent que au sein des seniors, les préoccupations principales, il y a la santé, la perte de motivation dont tu as parlé, les questions financières, mais il y a aussi la peur d'être discriminé pour son âge ou à cause de son âge. Et donc il y a aussi l'effet inverse, c'est-à-dire il y a les seniors qui regardent les juniors un peu de haut en disant qu'est-ce que toi tu vas m'apprendre, et il y a ceux aussi qui se font un peu traiter de larguer. Tu vois, tu parlais du rapport à la technologie, tout ça. Ça va dans les deux sens aussi. En général, les intelligents, quel que soit le camp, se retrouvent très très vite. Voilà. Et à eux d'être suffisamment ouverts et prédisposés pour montrer aux cons qu'ils passent à côté de quelque chose de grandiose. Parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un mariage de compétences et d'intelligence. Après, ceux qui restent campés sur leur certitude, plus ou moins variés, ça dépend des hauteurs, sont plus lents à se mettre en route avec les uns ou les autres. Mais c'est totalement ridicule. Quels sont alors, si on avait à résumer, les 3 conseils que tu pourrais donner à des plus de 50 ans qui envisagent de se reconvertir? Déjà, on va se caler sur l'espérance de vie. Je n'ai pas les chiffres en tête précisément, mais si on se dit, on part d'un postulat de départ, on se dit voilà, une carrière ou une vie professionnelle, on peut la mettre dans une boîte de 10 ans, à peu près. Au bout de 10 ans, c'est à peu près de quoi il retourne, etc. Bon. Quand tu as 50 ans, tu te dis que tu peux encore faire un tour pro, complet. Hein. Ouais. Un tour pro, c'est 10 ?
Ouais, on va dire ça en moyenne. Hein. D'accord, ça peut être 8, ça peut être 12, peu importe. Mais on va se caler là-dessus, 10 ans. En 10 ans, tu as à peu près compris ton univers professionnel. À moins d'être très très lent, mais normalement, c'est le cas. Et bah, tu te dis, voilà, j'ai 50 ans, je peux repartir de zéro dans n'importe quel domaine. Pourquoi ? Parce que toute l'expérience que j'ai pu acquérir, même si tu as été femme de ménage ou livreur ou je ne sais quoi, de toute façon, je peux retraduire des choses dans un nouveau domaine. J'ai une expérience qu'il va falloir que je modifie, qu'il va falloir que je mette au même diapason que les codes et le vocabulaire d'un nouveau domaine, etc., etc. Mais je pars pas de zéro. Donc, j'ai un avantage par rapport aux autres. Et ensuite, je peux repartir pour 10 ans complets. Je peux faire encore un tour de piste. Et puis, à 60 ans, on est quand même pas mal en forme. On peut encore partir pour 10 ans. On peut avoir encore 2 cycles professionnels. Et pour ceux qui sont très très en forme, on pourrait même en imaginer un 3e. T'as une hygiène de vie particulière ? Comment ? Parce que justement, tu faisais mention de ton corps, t'es quand même un sportif, t'as eu des blessures. Comment, après 50 ans, tu soignes ton corps ? Quel est ton rapport à ta santé ? Est-ce qu'il a évolué ? Je suis un très mauvais élève. Je sais tout ce qu'il faut faire. Et je fais pas le quart du 10e de ce que je devrais faire. Mais parce que je vis un peu encore sur mon acquis. Je commence à sentir que j'arrive à la limite. Et là, il va falloir que je m'y... Donc t'es bon vivant, comme ouais, on dit. Bah oui, complètement. Ouais. Je suis un bon vivant, j'adore la chair, j'adore voilà, tout ce qui est bon, forcément. Mais je sens, je suis très lucide, je sens qu'il va falloir que je réduise un petit peu la voilure pour que le cheval fasse un peu plus de chemin. En plus... J'ai une petite fille de 6 ans, j'ai envie de la voir se marier, j'ai envie de la voir avoir des enfants, donc ouais, il va falloir que je m'y colle. Tu as d'autres conseils ? Il y en a d'autres qui te viennent sur... Il faut avoir l'humilité, en fait. Pour moi, la dose d'humilité, elle est vitale. Et ça rejoint un peu ce que je disais sur le principe de détenir la vérité de par l'âge ou de par les... Voilà, il faut savoir, la remise en question et l'humilité, c'est fondamental, voilà. Être capable, quel que soit l'âge, d'apprendre, d'écouter et d'essayer de comprendre, pour moi, c'est de l'intelligence pure, quoi. C'est fantastique. Mais dans ton cas, par exemple, c'est intéressant parce que tu es quelqu'un qui a joui d'une énorme reconnaissance et une reconnaissance d'autant plus singulière que, si tu veux, les gens étaient investis dans ta victoire, dans toi, tu leur as procuré des émotions dingues, ils te reconnaissaient dans la rue, et là tu es passé à répondre à un service, c'est-à-dire tu as maintenant des clients à qui il faut répondre, donc ton rapport à l'autre et même ta place dans la société a totalement changé. Il faut une sacrée humilité pour gérer aussi ce tournant-là. Oui et non, parce que c'était... Les premières choses que tu as évoquées, c'était pas le but de ma vie. J'ai pas fait la compétition ni du judo pour être connu, être reconnu, etc., etc. Voilà, mais pas du tout. Je pense que j'aurais fait autre chose. J'aurais fait du cinéma ou un autre métier ou j'en sais rien. Mais en tout cas, c'était pas du tout mon but. Je l'ai vécu, ça l'a été. Donc pour moi, c'est pas un moteur en fait. C'est pas quelque chose que je recherche vraiment. En revanche, ce que je recherche, je suis frustré de la longueur de la vie humaine parce que je sais que j'aurai pas le temps de tout faire. C'est certain. Donc j'en ai déjà fait mon cas. Il m'arrive encore d'imaginer des projets, de nouvelles aventures. Je me dis, est-ce que je vais avoir assez de temps ? Voilà. Et ce que j'ai comme problème aussi, c'est de me recentrer sur ce que je fais. T'as ce truc où d'un seul coup, si tu te lâches, bouf, t'as l'éventail qui s'écarte complètement, puis tu dis waouh, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien, c'est bien. Attends, stop, t'étais déjà là-dessus, reste là-dessus et va jusqu'au bout. Moi, je partais du principe que, je pensais que à partir de 45 ans, le cerveau s'engageait dans une forme de dégénérescence, qu'on produisait plus de neurones, et en fait, les études montrent que c'est totalement faux, qu'on continue à produire des neurones, que la plasticité du cerveau nous permet d'apprendre jusque très tard. Et je l'ignorais totalement. Pour moi, il n'y a pas de limite. Clairement. Et je veux qu'il n'y ait pas de limite. J'allais te demander justement à cette fin d'émission s'il y avait une rencontre qui t'avait plus marqué que les autres, qui avait provoqué aussi certains changements dans ta vie. J'ai eu la chance de rencontrer l'abbé Pierre. Ah, waouh! Avec qui on a longuement discuté ensemble, en tête-à-tête. Et de par ses récits, de par ce qu'il est, pour moi, c'est un super-héros, cet homme. J'en parle encore au présent. C'est un super-héros. Être capable de mettre sa vie de côté pour la vouer aux autres,
Pour moi, c'est le sacrifice ultime. Mais pour moi, ça, c'est les grands hommes de l'histoire, ou les grandes femmes de l'histoire. C'est aussi eux qui ne sont pas touchés par l'âge, tu as remarqué ? Et qui deviennent quelque part éternels. Ouais. Et donc donner de soi, ça transcende les considérations de l'âge, je pense. Ouais. Avoir toujours cette... même dans le geste, hein, physiquement, s'entretenir, être toujours en mouvement. Le mouvement, même que ce soit physique ou intellectuel, de toute façon, c'est lié. Les gens qui sont en mouvement intellectuellement le sont physiquement, et vice-versa. Et l'un contribue à l'autre aussi. C'est hyper important. C'est le nec plus ultra de l'anti-vieillesse, quoi. C'est la jeunesse absolue, ça. Est-ce que tu m'autorises un petit questionnaire de fin de conversation ? Qu'est-ce que les gens, le grand public, ne sait pas de toi ? Je suis sensible. Là, je le sens. Ah bon ? C'est palpable. mais souvent, le premier arrêt sur image, c'est le grand costaud, le judoka, le combattant, le machin. Je suis hyper sensible. Un grand affectif. Ah, total. Je le revendique. Il y a aussi eu, j'imagine, des sacrifices. Lequel était utile, lequel regrettes-tu ? Celui que je regrette le plus, c'est le temps. Le temps que je n'ai pas passé avec mes enfants. Voilà. Et ça se récupère pas. Pour quelquefois assouvir ses rêves d'enfant, ça prend du temps et qui peuvent affecter vos propres enfants. Mais en même temps, ce temps-là n'est pas perdu tant que ça, puisque vos enfants se sont aussi nourris et imprégnés de ce que vous avez pu faire, et vice-versa. Donc, c'est à la fois du temps de perdu à court terme, mais à long terme qu'on retrouve. Enfin, voilà, il y a une espèce d'ambivalence là. L'erreur qu'il faut à tout prix commettre dans sa vie. Il faut tenter, il faut risquer. Il ne faut pas avoir peur de l'erreur. L'erreur de ne rien faire, c'est ça la vraie erreur, quoi. Je le dis dans le disant, mais faut y aller, quoi. Ouais, faut y aller. Faut y aller. Le reproche que tu fais aux autres et qui t'est destiné au fond. Et la mauvaise foi. Tu en as fait preuve pendant cet entretien ? Non, je crois pas, non. Mais je suis d'une super mauvaise foi. Je le sais, je me soigne, mais je la fous. Ouais. Comment voudrais-tu qu'on se souvienne de toi, David ? Un mec bien, point. Voilà. Et la dernière question, puisque l'audace n'a pas d'âge, qu'est-ce que tu n'as pas encore osé ? Ah oui, je te pose une colle, là. Ouais. J'adore entreprendre. En fait, on n'en a pas parlé, mais j'ai créé ma première boîte, j'étais encore athlète, j'adore entreprendre. Elle existe toujours, elle cartonne, enfin, j'adore entreprendre. J'adore ça. Et ce que j'ai pas encore osé faire, c'est entreprendre et être dégagé de tout profit personnel. Par exemple, demain, pour moi, une ONG est une entreprise. Elle doit être gérée en tant que telle. Donc, de partir sur un truc comme ça... Ce que faisait l'abbé Pierre, au fond. Ouais. Ouais, mais alors, je me mets pas du tout dans ce... Bien sûr. Parce que pour moi, c'est tellement haut. Mais demain, partir sur un organisme ou une entreprise qui va permettre de fondamentalement changer la vie de certaines personnes qui sont dans des difficultés majeures, ça, j'ai pas encore osé le faire, vraiment. Je rencontre beaucoup de jeunes tout le temps. Toute ma vie, j'ai rencontré beaucoup de jeunes. Et ce que j'ai noté, c'est que au fil des décades, je trouve qu'ils rêvent de moins en moins. Et pour moi, c'est la source de tout. Voilà, le rêve. Et c'est probablement de notre faute. Nous, cette génération, on les a peut-être trop aseptisés, ou trop coupés du rêve, ou trop dégoûtés du rêve. J'en sais rien. Mais nos seigneurs aussi, hein. Ça va dans les deux sens, David. Ça va dans les deux sens. C'est un peu tout le propos de cette émission. Et le rêve est tellement important, tellement essentiel. Tout ce qui existe dans ce bas monde, c'est parce que quelqu'un l'a rêvé. Alors il faut oser rêver, oui. Quel que soit notre âge. Exactement. Merci David Douillet. Merci. En résumé, les conseils de David Douillet. Gérez votre carrière en cycle et quelle que soit votre activité, donnez vous-même le rythme pour ne pas la subir.
Rester en mouvement, physiquement et intellectuellement, c'est le véritable sérum anti-âge. Acceptez d'être ceinture blanche dans vos formations, il n'y a pas de limite d'âge pour apprendre, l'humilité et la curiosité sont vitales. L'apprentissage le plus efficace est l'apprentissage mutuel, c'est-à-dire donner le meilleur de soi pour que l'autre apprenne dans les meilleures conditions et vice-versa. C'est toute la richesse de l'intergénérationnel. Faites confiance à votre curiosité pour explorer les nouvelles trajectoires possibles pour votre carrière. Le rêve est la source de tout.